est-ce que, après les explications que nous venons de suivre, le professeur Tim Chuen, est-ce que le député qui jouit donc du mandat représentatif a le droit de le balader partout où il veut? L'élu, le sénateur, le conseiller municipal, le conseiller régional, ce sont là les élus qui nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il balade son mandat, il en fait ce qu'il veut, il emmène où il veut, et est-ce que cela produit les mêmes effets de droit? Absolument. Je crois que votre question me permet d'ailleurs d'apporter une précision que j'ai faite à un communicant du RDPC, M. Patrick Griffeuil, qui n'est pas ici. Oui, mais qui s'entête dans les publications qu'il fait à dire que l'article 15 de la Constitution, puisque le fondement de l'interdiction du mandat impératif, c'est l'article 15, étant rédigé pour les députés, ne s'appliquerait pas aux autres élus. Or, déjà tel que mon collègue, mon estimé collègue l'a dit, je crois qu'il y a une convergence à ce niveau-là sur l'appréhension des notions. Le mandat impératif libère. Ça veut dire que l'élu n'étant pas esclave de l'appareil qu'il a élu, et même des électeurs, mais le corollaire du mandat représentatif, c'est la liberté de transhumance politique. C'est-à-dire que la transhumance politique est intimement associée au mandat représentatif. Et quand on parle de transhumance politique, ça veut dire que l'élu, au lendemain de son élection, peut quitter le parti qu'il a investi. Vous comprenez? Pour se dégager des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses électeurs. Parce qu'il défend des intérêts plus grands que ceux qui concernent sa circonscription électorale. Et donc, c'est une disposition, c'est une règle qui s'applique à tous les mandats. Sinon, je crois que votre reportage a déjà rendu compte de quelques-uns. Pour le cas des députés, je crois que nous connaissons actuellement le cas de M. Jean-Michel Mithieu, de l'honorable Jean-Michel Mithieu, qui, ayant été investi par le SDF, est actuellement, en a été exclu et siège à l'Assemblée nationale comme député du FCC. Je crois que les images que vous pouvez publier rendent bien compte de ce que le macaron, le chevalet qui est devant... Je ne me souviens pas d'avoir vu... le chevalet qui est devant Jean-Michel Mithieu est bien inscrit. Dans tous les cas. Dans tous les cas, je complète. Ce qui est non, dans tous les cas, je complète. Oui. On a vu avec Aya Paul Abiné, on a vu avec le professeur qui est à l'UQTR. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, vous comprenez bien que malgré les difficultés que ces élus ont eu avec l'appareil politique qui les avait investis, ils n'ont pas perdu leur mandat. Donc, aujourd'hui, Jean-Michel Mithieu est au FCC. Avant lui, il y avait le cas de M. Oscar Edibon Doumé, investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Avant Oscar Edibon Doumé, il y avait le cas Joseph Akamon, connu dans le domaine sportif, SDF, député investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Et comme vous l'avez dit avant, il y avait le cas Paul Aya Abiné, investi par le RDPC, qui en cours de mandat démissionne et Charlie Gabriel. Et je vais continuer. Pour davantage expliquer à tous ceux qui nous entendent que l'interdiction du mandat impératif s'applique à tous les mandats. Mais expliquez-moi ce qui justifie que M. Joseph Espoir Billon, adjoint au maire de Douala 5e, à Douala, présenté par le PCRN, continue de siéger aujourd'hui dans l'exécutif de Douala 5e. Ce n'est que l'application de l'interdiction du mandat impératif. M. Nian Cyril Adbafsan Ier, transfuge du SDF, ayant rejoint le RDPC, est maire actuellement en exercice à la commune d'arrondissement de Bafsan Ier. M. Tsapi Joseph Davoisier, transfuge du SDF, est actuellement adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier. Voilà autant d'illustrations concrètes de l'application du mandat représentatif qui permet donc à chaque élu, après avoir été adoubé dans sa fonction, peut promener son mandat là où il veut, colorant ainsi le parti d'accueil de son mandat, avec tous les attributs qui vont avec. Mais Titi Freeman disait qu'il y avait quelques vides, il notait quand même qu'il y avait quelques vides. Pourquoi le constituant de 96 n'a pas explicitement indiqué, n'est pas explicitement revenu sur la question du mandat représentatif? Non, le législateur ne peut pas tout écrire. Une fois que l'article 15 a consacré le mandat représentatif, mais au plan technique, on connaît les suites. Dès lors qu'on dit qu'un pays a opté pour le mandat représentatif, cela veut dire que l'élu jouit d'une entière liberté,
il peut quitter le parti qu'il a investi et promener son mandat partout sans perdre son mandat d'élu. Vous comprenez? Il le conserve. Et parce qu'il jouit dans la liberté de transhumance politique, j'ai exploité des rapports, notamment le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais où, en 20 ans de législature, un député, je ne sais plus le pays, australien, mais a migré 150 fois en 20 ans de législature. Je crois que votre important est dans la banque son mandat. Votre collègue a parlé de ma page YouTube. Les auditeurs peuvent y aller. Ils vont trouver cette analyse où j'exploite le rapport du Conseil de l'Europe où des députés dans les pays qui ont consacré également le mandat représentatif ont migré 150 fois en 20 ans. Mais vous suggérez, vous dites que la Constitution ne peut pas tout dire, le Constituant n'a pas tout dit. Oui, donc une fois que le Constituant a consacré le mandat législateur qui a mis en place le code électoral et d'autres dispositions légales et même des textes réglementaires. Mais c'est un problème national. Oui. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, le fait que Akaouane soit parti du SDF pour le RDPC ou que Aya Abine soit parti du RDPC pour le PAP a par exemple permis au RDPC ou au PAP d'avoir des financements publics, d'accéder au financement public des partis politiques basés sur la représentativité? Ah non, la question du financement des partis, en fait, relève du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi. Oui, mais en fait, ce n'est pas le critère qui permet d'apprécier l'affiliation politique d'un élu. Non, je dis que le législateur ne peut pas tout dire. Une fois qu'on a consacré le mandat représentatif, on connaît les suites. Et je dis, mais il y a aussi un problème de technique, de technique législative. Parce que, et nous embrayons là déjà dans le cœur du sujet, en matière d'élaboration des textes, il y a l'obligation pour celui qui élabore un texte de respecter absolument la hiérarchie des normes juridiques. Ça veut dire que quand... C'est le premier trimestre en... Oui, donc ça veut dire que... En première année. Oui, donc même si l'article 6, alinéa 6 de la Constitution a délégué au législateur le soin d'élaborer le régime d'élection présidentielle, cela ne l'autorisait jamais à empiéter dans un domaine dans lequel le constituant s'était déjà prononcé. Or, en matière de technique législative, normalement, il y a le visa exprès et le visa implicite. Que ce soit exprès ou implicite, ça suppose que celui qui doit élaborer une loi doit avoir permanemment à l'esprit qu'il rédige la loi en se référant d'abord à la Constitution. Or, dès lors que la Constitution, par exemple, nous allons voir au niveau les vues. Bien sûr, les vues. Donc, même quand la loi ne le dit pas, ce visa est implicite. C'est-à-dire que la Constitution est toujours au fronton de chaque loi. Supposant que la loi, dans son élaboration, doit respecter les dispositions constitutionnelles. Et nous allons voir tout à l'heure que, par rapport au champ de représentation d'un élu, mais la Constitution l'a déjà défini. Et donc, il n'appartenait plus au législateur de lui conférer un champ différent. Dans tous les cas, nous allons y arriver. Je voudrais indiquer qu'il y a, en 2012, il y a eu un projet de modification du code électoral qui prévoyait que l'élu perde son mandat s'il quitte son parti. Il avait été déposé par le gouvernement. À l'époque, c'est le ministre René Emmanuel Sadi qui était minable. Et ce texte avait été rejeté pour son anticonstitutionnalité, parce que le mandat, la Constitution dit à son article 15, alinéa 3, que tout mandat impératif est nul. Alors, professeur Bison et Somba, je repose la question qui était adressée au professeur Chin Chueng tout à l'heure. Est-ce que l'élu qui est frappé de déchéance dans son parti ou qui décide de partir de son parti, de son propre gré, peut balader son mandat partout où il veut et produire et s'attendre à des mêmes effets de droit? Vous dites, je veux répondre en convoquant l'article 15, alinéa 3. Le mandat impératif est nul. Cela veut dire que le mandat impératif assure et garantit. Il faut peut-être que la rédaction nous mette ce texte à l'antenne une parfaite mobilité de l'élu. Je l'ai indiqué tout à l'heure, l'élu n'est pas condamné, il n'est pas emprisonné. On les considère généralement comme des parlementaires papillons. Je vous ai indiqué tout à l'heure un qui est quitté près de 100 fois ou 150 fois. Donc, c'est pour dire quoi? L'élu qui a donc bénéficié
des suffrages sous la convocation justement de l'article 15 alinéa 3, le mandat impératif étant nul, peut donc se balader. C'est-à-dire qu'au sein des partis politiques qui, à mon sens, sont le réceptacle justement de la volonté partisane. Mais maintenant, il faut savoir que cette mobilité ne produit toujours pas les mêmes effets. Tout à l'heure, le sémillant collègue a pris l'exemple de Eddy Mendoumbe. À cette époque-là, le RDPC avait 143 députés. Alors, le fait que Eddy Mendoumbe ait rejoint le RDPC n'a agité aucun iota en termes de nombre, c'est-à-dire que le nombre est effectivement resté à 143. Mais maintenant, on lui donne la possibilité de bénéficier des avantages institutionnels et pécuniaires. Mais il faut savoir que le dossier de l'élu est structuré autour de deux voies, un peu comme un cœur à deux voies. C'est-à-dire il y a la voie politique et il y a la voie juridique. Alors, au niveau de la voie politique, la tragédie s'est assurée, c'est-à-dire par sa liberté de conscience, le respect de la Constitution et des lois, il parle où il veut. Mais maintenant, l'autre côté, justement, du cœur à deux voies, l'autre côté, c'est simplement que l'élu qui s'en va de ce côté-là, ou du nouveau parti qui l'accueille, il ne peut pas transférer l'éligibilité. Pourquoi? Parce que l'article 3 de la Constitution est suffisamment clair. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques, de la souveraineté et de l'unité nationale, et leurs activités doivent être conformes à la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au Cameroun, la dévolution du pouvoir n'est pas l'œuvre de l'élu, mais est l'œuvre du parti politique. C'est la raison pour laquelle, M. Rodi Tonguet, vous prenez l'article 2, alinéa 2 de la Constitution. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par la voie des élections. Maintenant, on retourne dans l'article 3, qui dit de la Constitution, qui affirme l'importance du rôle exclusif des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Et vous savez que cet article est suffisamment intéressant parce que de là s'extirpent trois missions des partis politiques. La première mission, c'est la mission gouvernementale. C'est-à-dire que tous les partis politiques doivent aspirer à diriger le pays. De deux, il y a la mission de construction des votes. C'est-à-dire que tous les partis politiques doivent présenter des candidats lors d'une compétition électorale pour que ceux-ci bénéficient donc d'un certain nombre de suffrages qui leur permettent d'être représentés au sein des institutions politiques, c'est-à-dire des assemblées et des conseils. Alors, M. Rodi Tonguet, à partir donc de là, la Constitution donc est suffisamment claire en faisant une extension avec l'article 121. Parce que du code électoral. Du code électoral. L'article 121 dit qui pose les conditions, justement, les modalités d'investiture des candidats dit ceci. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté. Donc, de deux, si vous n'avez donc pas cette représentation au sein des institutions, vous pouvez, en tant que parti non représenté, actionner l'angle de la compilation de 300 signatures en raison de 30 par région. Et parmi les 300 signatures, il y a des élus. Bien sûr. Oui, c'est toujours le mandat du peuple qui est en mouvement. Bien sûr. Mais ici, il faut faire la distinction de ce que tous ces élus ne représentent pas la nation. La nation. Parce que, et c'est là que je vais acheter tout à l'heure avec le professeur, parce que l'on dit que l'élu représente la nation, c'est faux. Parce que il y a dans l'expression de la collectivité publique au Cameroun, de la République qui est cela se juge à deux niveaux, à deux dimensions. La dimension nationale. Et dans la dimension nationale, on a le président de la République qui incarne l'unité nationale et
nous avons les parlementaires, mais beaucoup plus les députés et non les sénateurs. Parce que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Ils sont élus par un collège, alors que les députés parlent... Non, ce n'est pas l'élection, je suis sur la théorie de la représentation. Oui. C'est-à-dire que un sénateur ne représente pas la nation, il représente les collectivités territoriales décentralisées. Un collège qui est constitué de conseils municipaux. Les conseils régionaux représentent les départements et le commandement traditionnel. Et maintenant, les conseillers municipaux représentent la commune. Donc vous convenez avec moi que tous les élus donc, ne représentent pas la nation tout entière. Mais on parle quand même de représentation nationale, parlant de l'Assemblée nationale. Non, là on se limite exclusivement à l'Assemblée nationale. Et je voudrais donc sortir par là pour indiquer qu'il faut faire donc des rapprochements, parce qu'on ne peut pas faire la lecture de l'article 15, alinéa 3, sans convoquer l'article 121 du Code électoral. Quand vous prenez les deux, vous vous rendez compte que ces deux dispositions traitent des sujets différents. Parce que l'article 15, alinéa 3, qui est réservé exclusivement au Parlement, plus précisément à l'Assemblée nationale, parle du député. Chaque député représente la nation. C'est-à-dire le député, personne physique. Alors que l'article 121 traite d'un sujet différent, qui est celui du parti politique en tant que personne morale. Vous voyez? Et les deux dispositions ont des objets différents. Parce que l'article 15 traite de la modalité d'exercice de la fonction parlementaire. Alors que l'article 121 traite des modalités d'investiture. Pour clarifier, l'article 15 de la Constitution traite justement de, des modalités d'exercice du mandat parlementaire. L'article 121 du Code électoral traite des modalités d'investiture des candidats. Donc vous convenez avec moi que on peut chercher un lien où il n'existe pas. Parce que, et là, je tombe donc sur la conséquence qui est évoquée, qui veut dire que, puisque nous sommes dans la dictature de la constitutionnalisation des partis politiques au Cameroun, un élu ne peut donc pas quitter, il peut quitter son parti d'origine, mais ne peut pas transférer l'éligibilité. Parce que ici nous sommes sur une question de siège qui appartient à un parti politique. Parce que quand vous prenez les élections au scrutin de liste, durant la 5e, on dit LDPC, 5 sièges. On ne dit pas professeur Tchintuen, 5 sièges. On dit LDPC, 5 sièges. On part à l'Assemblée nationale, même chose. Donc vous convenez, je voudrais chuter par là pour leur dire que la dévolution du pouvoir au Cameroun est justement de la dictature des partis politiques. Peut-être que ce sera là le débat. Les partis politiques concourent au suffrage universel.